Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle émission sur le thème de l'écriture. L'écriture thérapie, l'écriture pour transmettre son histoire ou l'histoire de la famille, transmettre peut-être un savoir ancestral qui pourrait tomber dans l'oubli, ou pour écrire, pour donner une réalité à notre monde imaginaire, à des personnages à travers lesquels on pourrait s'identifier, pour vivre des vies qui finalement ne seront jamais à notre portée. Ce soir, nous allons regarder tout ça et j'ai à mes côtés deux invités que j'ai choisis parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous dire. Il s'agit d'abord de Cécile Henneroll. Alors Cécile est écrivaine. Cécile a commencé par la littérature jeunesse, puis est passée à la littérature générale. Cécile Henneroll a créé un blog, faisansunrêve.com, avec des conseils pour se lancer dans l'écriture. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé en découvrant son blog, c'est cette générosité, cette sensibilité qui transparaît. D'ailleurs, à travers son dernier livre, Dites-moi des choses tendres, édité aux éditions Erol, tout son univers se retrouve et finalement, nous allons plonger au cœur du monde merveilleux de l'écriture de Céline. Ensuite, mon deuxième invité est Michel Fremder. Michel, est un ancien cheminot. Il a fait toute sa carrière au sein de la SNCF, d'abord comme cheminot, puis il est devenu président des Trains Expo. Alors, il nous expliquera qu'est-ce que sont ces trains expositions. Toujours est-il qu'à l'approche de la retraite, 50, 55 ans, Michel a décidé d'écrire, ou en tout cas, il avait ça en lui et il a osé se lancer. Comment tous les deux ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Quelles techniques ils utilisent? Comment ont-ils fait pour être édités? Nous allons regarder tout ça maintenant. Et je vais commencer tout simplement par toi, Cécile, si tu veux bien. Ce que j'ai envie tout de suite de te demander, c'est à quel moment et pourquoi tu as commencé à écrire? Alors moi, je suis une enfant qui aimait lire et écrire déjà. À la base, ça faisait partie de moi. Enfin, j'aimais écrire, j'aimais raconter des histoires, aussi inventer des histoires. Après, ça, c'est le genre de choses qu'on met un peu de côté quand on grandit, quand on fait des études, qu'on devient maman, enfin voilà. Et donc, voilà, ça s'est passé un peu au second plan dans ma vie jusqu'au jour où je me suis séparée. Et au moment de cette séparation, je me suis un peu retrouvée face à moi-même et à me demander qui j'étais vraiment, quels étaient les rêves que j'avais pu laisser de côté et cette nouvelle vie qui s'offrait à moi, de quoi j'allais la remplir. Et l'écriture faisait partie des choses que j'avais laissées de côté et dont je voulais remplir ma nouvelle vie. D'accord, d'accord. Donc, quelque part, un choc émotionnel qui t'a conduite à te poser des questions sur toi et sommeiller en toi finalement ce désir d'écrire quand même. Alors, peut-être pas un choc émotionnel, mais en tout cas, l'envie que tout ça n'ait pas servi à rien. Que le fait de poser une décision, de chambouler, ma vie, celle de mes enfants, ne serve pas à rien et que je me sentais une responsabilité aussi de me dire: «Bon, OK, il faut que ce soit beau maintenant». Et aussi un peu, sans doute parce que j'étais maman, le fait de devenir un exemple pour mes filles et de leur dire, il faut réaliser ses rêves, c'est une chose, mais de leur montrer qu'on peut le faire, c'en est une autre. Et moi, je voulais passer du côté de celle qui leur montrait ce qu'on peut faire de sa vie, en fait. D'accord, mais est-ce que justement, c'est ce qui t'a poussé à démarrer par écrire pour la jeunesse? Alors, j'ai commencé à écrire pour la jeunesse, mais pas intentionnellement. En fait, à la base, je me C'était destinais pas plutôt. prémédité. Non, je me destinais plutôt à écrire pour des adultes. J'écrivais des courts textes et en fait, j'avais des amis qui étaient libraires spécialisés en littérature jeunesse et qui m'ont dit: «Mais tu sais, ce que tu écris, en fait, ça a une sensibilité qui pourrait bien correspondre à la littérature jeunesse».
Et du coup, je m'y suis un peu intéressée parce que je n'étais pas forcément spécialisée en littérature jeunesse, bien qu'étant maman. Et en fait, la littérature jeunesse, c'est un formidable terrain de jeu parce qu'on peut y faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de portes qui sont ouvertes en fait sur des univers très différents. Et moi, par exemple, mon premier roman jeunesse parlait d'une femme invisible qui fait la rencontre d'un photographe. Et autant en adulte, ce genre d'histoire, je sais que ça aurait pu être compliqué. Et en jeunesse, c'était « Ah bah ok, une femme invisible, pas de souci. » Et donc, L'enfant nous on y va permet et les enfants y vont avec plaisir, ils nous suivent. Donc, c'est vrai que c'est un chouette terrain de jeu. D'accord. Et finalement, c'est vrai que l'enfance, la jeunesse nous permet de nous affranchir en quelque sorte d'espèce de pragmatisme très adulte où tout doit être vraiment presque concret, presque palpable. Oui. Là, le champ des possibles est ouvert. Oui, on s'affranchit des règles de la vraisemblance. Alors, il y a d'autres règles, parce qu'en jeunesse, on ne fait pas non plus n'importe quoi, mais en tout cas, on a finalement assez de liberté pour aller sur plein de pistes. Donc, c'est très intéressant. Ouais. Et les enfants, quand ils ont aimé un livre ou une histoire, ils vous le rendent bien aussi. Donc, c'est très, très agréable au final. Moi, j'ai vécu beaucoup de belles expériences en dédicace ou en salon, justement, avec des enfants. Donc, c'est chouette, en fait. Ah, super, merci. Je me tourne vers toi, Michel. Alors, Michel, donc, vraiment, au départ, tu n'as pas démarré avec la plume dans la main pour devenir écrivain. Ton métier était d'être cheminot et tu as terminé donc PDG des Trains Expo. Alors, Oui. les Trains Expo, est-ce qu'en quelques mots, déjà, tu peux nous expliquer ce que c'est? Les trains expositions, c'est une aventure déjà. Les trains expositions, c'est un produit qui va de gare en gare et qui présente des thèmes tout aussi différents que la maladie d'Alzheimer, le train de la télévision, le train du jouet, le train de la poupée Barbie, etc., etc. Il y a eu 350 trains au total qui ont circulé sur la France, voire même sur l'étranger. Et ces trains, j'ai eu la chance effectivement de les conduire. En voici un, par exemple, le train de l'innovation. Quand je dis de conduire, eh bien, c'était les créer, les imaginer et puis les mettre sur rail. Le train de Alzheimer, celui-là, ça a été un train tout à fait fantastique parce que personne ne parlait de la maladie d'Alzheimer. C'était une maladie un petit peu honteuse. C'était une maladie que l'on avait chez soi pour ses parents, ses proches, et on n'osait pas en parler. Et nous avons fait ce train, à titre d'exemple, nous n'arrivions pas à trouver un parrain et une marraine. À chaque fois que nous faisions un train, il y avait une personnalité qui venait. Et personne ne venait parce qu'on n'osait pas parler de cette maladie. Ça a été le déclic. Et ce train tu as créé le concept d'exposition itinérante sur les rails qui allait à la rencontre des gens. C'est cela. Qui permettait comme ça de diffuser de l'information, de faire se rencontrer des spécialistes avec le grand public, etc. C'est ça, mais il y a quelque chose d'important qui ramène à l'écriture, parce que je suis venu à la SNCF tout à fait par hasard. Hein. Je voulais être journaliste, je quitte l'école Sud de Co, je veux être journaliste, point barre, et puis c'est tout. Les labyrinthes du destin, c'est d'ailleurs le titre d'un des livres que j'ai écrit, les labyrinthes du destin me conduisent dans le bureau d'un patron de la SNCF qui me dit qu'est-ce que j'ai comme formation. Lui, il était polytechnicien, je lui dis je suis Sud de Co, il me dit donc vous n'avez pas de diplôme. Voilà, j'étais donc un autodidacte rentrant à la SNCF pratiquement. Et cette carrière que j'ai pu avoir à la SNCF, enfin, je dirais cette carrière parce que j'y ai passé quand même 40 ans de ma vie, eh bien, a été tellement exceptionnelle qu'elle m'a conduit effectivement dans tous les domaines de la communication. Cette création des trains dont on parlait à l'instant, c'était de l'imagination. Il fallait trouver des choses qui puissent intéresser le public, intéresser les sponsors, parce qu'il fallait des sponsors, il fallait des mécènes sur ces trains. Puis, on arrive vers l'âge de 50 ans en disant, bon, ben, j'ai eu la chance de faire des choses que j'aimais. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire de nouveau? Et par le plus grand des hasards, un jour, je me promène avec mon épouse, nous sommes en vacances, elle part faire une petite course, c'est le moment de le dire, je la vois revenir, et quand elle s'assoit à nouveau dans la voiture, je lui dis, bah, écoute, j'ai trouvé le thème d'un roman, je vais me mettre à écrire un roman. Ah, c'est venu comme ça.
C'est comme ça, c'est venu comme ça. Alors j'écoutais Cécile et c'est tout à fait intéressant la façon dont elle disait qu'elle avait vécu cette écriture pour la donner. Non, moi je dirais un peu comme le film Le Magnifique de Jean-Paul Belmondo, où il se met devant sa machine à écrire, ce monsieur tout seul avec son béret et tout, et il s'invente des histoires. Eh bien, j'ai pas inventé un train cette fois-ci, j'ai inventé une histoire dans un livre qui s'appelait Le syndrome de Conick. Et voilà comment est née l'écriture. Et j'ai écrit la nuit, puisque j'écris la nuit. J'ai fait ce premier roman en une vingtaine de nuits. Et j'avais cette écriture peut-être un peu facile, mais je pense que tout le monde peut écrire à partir du moment où on a envie. Et moi, j'ai eu d'un seul coup envie d'écrire. D'accord. Alors, avoir envie, je pense que beaucoup de gens ont. Après, de passer de l'envie à l'action, il y a des étapes qui parfois font très peur et finalement beaucoup de gens n'osent pas entreprendre. On va regarder ça rapidement. En préambule, je disais qu'il y a 3 grands axes d'écriture. Il y a l'écriture thérapeutique qui est lorsque on porte en nous des souffrances, de la colère, des choses qu'on ne peut pas dire aux gens autour de nous parce que les mots n'arrivent pas à sortir. Et dans ces cas-là, le fait d'écrire, l'écriture devient thérapeutique. Mais je sens vraiment qu'avec toi, Michel, on est dans l'écriture plaisir, dans l'écriture partage. Quels sont pour vous deux, en l'occurrence pour toi, Cécile, les bienfaits de l'écriture? Alors, il y en a beaucoup. Moi, le principal que je vois, c'est de pouvoir extérioriser des choses, notamment des émotions, des situations qu'on a pu vivre. Et en fait, on sait que souvent, pour aller mieux, il faut réussir à sortir les choses, à les déposer quelque part. Ça permet déjà d'éviter qu'elles restent en nous. Ça permet d'éviter au cerveau de ressasser aussi. Oui. Et en fait, ça permet aussi, en donnant une distance, de les observer, de leur tourner autour et parfois, si on les transforme en romans, eh bien, d'en faire quelque chose, de ne pas en rester à j'ai vécu ça, j'ai souffert, etc. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au roman, évidemment, mais ça peut aussi être une façon de retourner un peu la situation. Mais en tout cas, effectivement, le premier bienfait, moi, que j'y vois, c'est vraiment d'extérioriser. Pour ce qui est du négatif. Et je vois aussi un bienfait, mais alors là, en se mettant plutôt sur le côté positif, c'est que parfois, justement, quand on est dans des situations où on ne va pas très bien, c'est qu'on occulte le positif. Et il y a des exercices, notamment en écriture thérapeutique, qui vont nous faire aller vers le positif, voir le positif, faire le bilan de sa journée et se faire juste la liste de ce qu'on a bien aimé, de ce qu'on a kiffé ou de la gratitude qu'on peut avoir pour telle personne, telle situation. Et juste en faisant cet exercice-là, déjà, on change un petit peu les choses et on s'aperçoit qu'il y a des choses positives dans chaque journée qu'on passe. Donc voilà, il y a 2 polarités en fait. D'accord. Et pour toi, Michel? Oui, je dirais que c'est un peu différent parce que j'ai eu cette chance, encore une fois, je crois que c'est une chance de pouvoir mettre sur le papier, sur le papier des choses qui me faisaient plaisir. Et à partir du moment où je me faisais plaisir, je pense que ceux qui le lisaient, j'espérais que ceux qui le lisent retrouveraient cette espèce de dynamique que j'essayais de faire passer. On connaît tous des écrivains qui ont une langue merveilleuse, qui est plaisante et qui sont pourtant dans la vie parfaitement sinistres. Vous connaissez Muriel, moi j'en connais, et on n'imagine pas justement que d'un seul coup, cette personne qui est aussi détestable pour certaines, ou quelquefois sinistre pour d'autres, puisse donner autant de plaisir dans la lecture de ce qu'il fait, de ce qu'il couche sur le papier. Ça, c'est très important. Ça veut dire que l'écriture, on est capable de projeter dans son écriture des sentiments qu'on a envie de faire passer, même si soi-même, on ne les ressent pas. Ça, c'est très important. C'est presque une écriture automatique. D'accord. On viendra à cette notion d'écriture automatique. Alors,
je dirige une association depuis 20 ans qui accompagne des jeunes qui sont en difficulté familiale et scolaire. Je sais en revanche que lorsque ils sont de façon générale, les personnes en souffrance sont dans l'impossibilité de poser des mots, ce que nous leur conseillons, et je transmets à nos internautes qui nous écoutent cette possibilité, c'est que moi, je conseille aux jeunes d'écrire une lettre à la personne avec laquelle ils aimeraient pouvoir échanger et avec laquelle ils ne peuvent pas, et d'écrire ce qu'ils veulent leur dire. Les mots qu'ils ont envie de lâcher. Et très souvent, il y a un processus dans cela qui est que d'abord, ce qu'il faut, c'est accepter de lâcher sa colère. Parce qu'on dit toujours, oui, mais il faut pardonner, etc. Mais le pardon ne peut arriver que quand la colère d'abord a été déposée. Donc, il est fondamental d'abord d'exulter, de sortir. La colère est une émotion, c'est une énergie. C'est très important de lâcher ça d'abord. On écrit sa colère, on écrit les mots grossiers qu'on a envie de dire, on écrit la détestation qu'on peut avoir de la vie ou de la personne ou de ses actions, peu importe, on le pose sur papier. Quand on a fait ça, on conseille surtout de ne pas relire, de ne pas se relire dans la foulée. Soit cette lettre, on l'enterre, on la donne à la terre, soit on la brûle, soit on la met dans un coin et dans la mesure du possible, on l'oublie le plus longtemps possible pour peut-être éventuellement la reprendre dans un temps futur, à un moment donné où déjà ce travail aura été fait. Et quand la colère est posée, à ce moment-là, on peut commencer à travailler sur le pardon, mais le pardon de soi. Je me pardonne. On dit toujours que nous ne sommes pas responsables de ce que l'on nous a fait, mais nous sommes responsables de ce que nous allons faire de ce que l'on nous a fait. Donc, se pardonner à soi, et ça, on peut se l'écrire. Et là, on rentre un peu dans les livres intimes, où on parle de sa propre intimité, de sa vie. On rentre dans le soi et dans le pardon de soi. Et plus tard, après, on pourra envisager de pardonner aux autres. Là, on rentre pleinement au cœur de l'écriture thérapeutique. Et il y a un élément important que vous n'avez pas abordé, mais que je trouve très intéressant, c'est que je trouve, moi, que écrire donne confiance en soi. Vous n'avez pas ce sentiment-là? Si. Mais c'est important. Si, alors je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que écrire une lettre, effectivement, pour exprimer sa colère, c'est un super exercice ou pour déposer ses pensées, etc. Et dans le prolongement de ça, il y a aussi s'écrire une lettre à soi-même. Et alors, on peut le faire, s'écrire une lettre à soi-même enfant, parce que parfois, il y a des choses à réparer et ou venir rassurer l'enfant qu'on a été sur en fait, tout va bien se passer, ça va s'arranger. Ou s'écrire une lettre à soi-même au moment où on a vécu une chose difficile, ou encore écrire une lettre à soi-même de l'avenir. La moi de plus tard, je lui écris et j'ai peut-être des choses à lui dire. Ou imaginez que la moi de plus tard nous écrit. Enfin voilà, on peut jouer avec des temporalités comme ça. Et c'est encore une autre façon d'utiliser la lettre, mais qui peut être assez puissante aussi. Oui, absolument. Oui, Michel. Oui, pardon, mais je voudrais juste corriger un tout petit peu par rapport à cela, en ce qui me concerne, bien évidemment. Je dirais que la confiance en soi, je ne sais pas, mais c'est le bonheur de créer quelque chose. Le bonheur de créer quelque chose que ce soit. Je me souviens de mon fils qui un jour avait fait une serre. Une petite serre pour faire des légumes ou je ne sais quoi. Donc, il avait mis des punaises, des trombones. Enfin, c'était complètement invraisemblable. C'était invraisemblable. Mais Richard était heureux de ce qu'il avait créé. Quand on fait un livre, quand on écrit une lettre, une nouvelle, quoi que ce soit, peu importe, eh bien, d'un seul coup, on a créé. À partir du moment où on crée, on a ce bonheur, on a cette joie d'avoir fini quelque chose. Et c'est là, Muriel, où je vous rejoins complètement, à savoir que quand on a la volonté ou le pouvoir ou le désir ou la force de prendre son crayon et de se dire je jette sur le papier ces idées, cette colère, tout ça, on arrive à quelque chose parce qu'on l'a fait. Et le fait de faire quelque chose, et le fait d'y arriver et de parvenir au bout, c'est un grand succès, c'est une victoire. C'est comme ça que je le vois.
Alors, qu'avez-vous envie de dire à ceux qui se disent « Oui, mais je ne suis pas légitime » ou « Je ne suis pas assez bon en français, je n'ai pas assez de vocabulaire, je ne saurais pas comment faire ». Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces gens-là, Cécile? Alors, moi, j'accompagne beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans l'écriture d'un roman et qui, justement, me disent « Mais pourquoi moi j'écrirais? Est-ce que je suis légitime ?» Enfin, voilà, tout le syndrome de l'imposteur. Et voilà, donc c'est quelque chose d'assez fréquent. Déjà, ça rassure de se dire que c'est fréquent. Mais au-delà de ça, moi, ce que je leur dis, c'est que dans un premier temps, ils sont juste en train de créer une histoire. Et que tout le monde a le droit de créer une histoire. En fait, tout le monde a le droit d'inventer une histoire. Il n'y a pas des gens qui sont plus légitimes que d'autres à le faire. Et ensuite, effectivement, une fois qu'on a bien travaillé sur l'histoire, qu'on a bien posé toutes les fondations, qu'on sait ce qu'on va dire, pourquoi on va le dire, comment on va le dire, etc., le fait de passer à l'écriture, finalement, ça vient assez naturellement parce qu'on a hâte de le faire. On a hâte de l'écrire vraiment, cette histoire qu'on a en tête, qu'on a créée toute pièce. C'est quand même assez magique, en fait, de se dire, à un moment, il n'y avait rien. On a travaillé, on a réfléchi, et il y a quelque chose, il y a une histoire et qui n'existe que dans notre tête à nous. Et si on l'écrit pas, elle n'existera jamais, en fait. Et en général, ben voilà, ça permet de passer ce cap de j'ai peur, je suis pas légitime. On démarre juste en racontant une histoire, et ça, même les enfants le font. Hein. Ça nous fait juste revenir à cet état de quand on était enfant et qu'on s'inventait des histoires. Hein. Alors, j'invite vraiment tous les auditeurs qui nous écoutent à aller sur ton blog parce que justement, tu donnes énormément d'informations. D'ailleurs, tu as un kit qu'on peut télécharger qui est un kit de démarrage à l'écriture, en quelque sorte. Et on viendra après justement au fait que tu animes des masterclass sur le thème de l'écriture où là, vraiment, tu transmets une technique, enfin vraiment un cadre qui permet d'avancer en confiance et guider à travers tes masterclass. On va en parler de tes masterclass. En tout cas, toi, Michel, est-ce que tu as une technique particulière pour écrire? Non, j'ai pas de technique particulière. Je reviens sur le terme de la légitimité tout à l'heure, Muriel aussi. La légitimité, qu'est-ce que ça veut dire en fin de compte? Il faut toujours se relancer vers l'écrivaine qui a écrit Harry Potter. 11 fois, les éditeurs lui ont dit « Madame, ça n'a aucun intérêt. Écoutez, reprenez votre manuscrit, allez vous faire voir. » 11 fois. La 12e, Harry Potter, ça donne le succès que l'on a. Alors, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, la légitimité, le pouvoir, le besoin, le souci, que l'on ait envie, que l'on n'ait pas envie, que l'on ait une technique, que l'on n'ait pas de technique. Je crois que c'est l'envie qui doit commander le tout. Et je pense que, je disais tout à l'heure que pour ma part, j'écris la nuit. Je ne sais pas, Cécile, quelle est sa technique d'écriture. Je n'ai pas lu, mais je vais voir tout à l'heure les techniques qu'elle peut enseigner pour effectivement peut-être en savoir plus. Mais chacun a sa méthode. Non, une des questions qu'on peut se poser, est-ce que il est nécessaire de savoir écrire, de savoir lire, de savoir pour coucher sur le papier ses idées? Je crois que c'est l'envie qui va faire que derrière, vous allez avoir des correcteurs, vous allez avoir tous les words possibles pour corriger les fautes que vous pourriez faire. Mais si vous avez des idées et si vous avez envie, vous allez créer. Et si vous créez, vous allez vous faire plaisir. Et si vous vous faites plaisir, vous serez bien. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Je décide d'écrire un livre. Combien de temps faut-il entre l'idée qui mûrit dans la tête, le désir et le moment où le livre sera écrit? Pour toi, Michel, ça demande en moyenne, je crois que tu as 5 romans à ton actif. Oui. Combien de temps en général tu mets? Généralement, je mets un peu moins d'un mois. Un peu moins d'un mois entre l'idée et la réalisation, le mot fin. Je ne relis jamais ce que j'ai fait. Parce que je crois que c'est pas bon et surtout, alors ce n'est pas une technique, Muriel, ce n'est pas une technique, mais je ne sais jamais où je vais. Donc Pour l'amour de Hill, on sera peut-être amené à parler de ce roman où
qui parle des cieux, qui parle des anges de là-haut, hein, en quelque sorte. Parfois, je me disais, mais où est-ce que je vais pêcher tout ça? C'est invraisemblable. Et une petite anecdote, si vous me permettez, j'ai écrit pour l'amour de Hill, qui a bien fonctionné, qui a bien marché, qui s'est très bien vendu, et chacun me disait, il faut une suite pour l'amour de Hill. Donc, je vais écrire, et j'écris 80 pages. Je prête mon ordinateur à mon épouse qui avait besoin, elle partait faire un séminaire ou je ne sais quoi, et elle écrase les 80 pages. Épouvantable, parce que quand vous avez écrit et que vous n'avez aucune note, vous ne savez plus du tout ce que vous avez fait. Alors, oui. Je recommence. Et c'est important de dire qu'il est impossible de réécrire exactement la même chose. C'est impossible. Et c'est très perturbant. Je recommence. J'écris 30 pages. Et c'est moi qui écrase cette fois-ci. Sans possibilité, pourtant je donne ça à notre service informatique à la SNCF, on n'arrive pas à récupérer. Alors je me suis dit là-haut, eh bien, peut-être que j'ai écrit leur histoire avec les anges, avec enfin, etc. Nous en parlerons tout à l'heure, peut-être. Et en fin de compte, ils ne veulent pas que j'écrive cette histoire. Je ne le fais plus. Et je n'ai donc pas écrit la suite. Voilà, c'est tout aussi sot que cela. L'écriture, pour moi, c'est prendre un crayon, prendre mon ordinateur, écrire, ne pas savoir où je vais, écrire le mot fin, généralement un mois après. D'accord. Voilà. Alors toi, Cécile, c'est un peu tout l'opposé. C'est génial. Tu m'as dit qu'on a préparé cette émission, qu'il y avait finalement autant de façons d'écrire qu'il y a de gens qui ont... La preuve, tu vois. Bien sûr. Exactement, exactement. Et donc, comment ça se passe pour toi, Cécile? Alors, c'est vrai que là, c'est bien, vous allez avoir vraiment les deux extrêmes. Ouais, c'est parfait, vous faites votre marché. Alors moi, mon contexte est peut-être aussi un peu différent parce que alors, je suis maman, je suis salariée aussi, donc j'ai une vie des journées qui sont un peu remplies. Et moi, je mets beaucoup plus qu'un mois pour écrire un roman parce que fatalement, j'écris quand je peux. Donc, souvent, mes séances de travail sont plutôt le soir, le week-end, pendant les vacances, enfin, quand j'ai du temps libre. Et j'ai besoin, moi, de beaucoup préparer mes projets. Mais justement parce que c'est difficile de s'interrompre dans l'écriture et de se fixer sur des plages précises. Donc moi, j'ai besoin d'énormément préparer, de savoir ce que je vais raconter, comment, où je vais, même si une fois que j'ai bien préparé, je me laisse complètement la liberté pendant l'écriture de changer des choses, d'avoir des idées qui arrivent, et ça arrive fatalement parce que même si on a un plan ultra détaillé, il y a forcément des idées qui vont venir et d'autres qui vont partir pendant qu'on sera en train d'écrire. Mais effectivement, moi, je suis quelqu'un de plutôt structuré et donc plutôt dans la préparation, ce qui me donne aussi une certaine confiance au moment de me lancer dans l'écriture parce que je sais où je veux emmener mon lecteur, je sais comment je vais activer certaines émotions. Moi, je travaille beaucoup sur les émotions, sur l'écriture des émotions. Et bizarrement, pour être dans le flot de l'écriture, j'ai besoin de savoir que tout est bien cadré par ailleurs. Ah oui, Michel est dans le lâcher-prise, que tu es dans la préparation, tu cadres. Elle, c'est une pro, je suis un amateur. C'est intéressant de dire que ni l'un ni l'autre ne vivait de l'écriture. Bien sûr. Et ça, c'est important, je crois, de le dire. Donc, on comprend que c'est un long processus de maturation chez toi, Cécile. Maintenant, ok, alors pour l'un, c'est plutôt un mois. J'imagine que pour toi, Cécile, c'est quoi? C'est 6 mois, voire plus? Alors, ça dépend des projets parce tu vois, un roman jeunesse, ça peut être une centaine de pages ou 250 pages. J'ai les deux. Donc, quand ça fait 250 pages, forcément, on y passe plus de temps. Voilà. Alors après, sur un projet vraiment très dessiné qui va vite, effectivement, en 2 mois, ça peut être écrit, mais quand même, en général, quand je me lance dans un projet, moi, je considère que je vais avoir une phase où je vais laisser venir les idées et je la prends en compte, du coup, dans ce temps-là de création. Et puis ensuite, je vais organiser tout ce qui m'est venu et après passer à l'écriture, relire, corriger, etc. Et donc, ça peut être 1 an de travail sur un roman.
Après, voilà, sur mes 2 derniers, comme j'ai alterné, ça a mis un peu plus de temps parce que pendant que je ne travaillais pas sur l'un, je travaillais sur l'autre pour laisser reposer l'un, revenir avec l'esprit neuf. Donc, mais ouais, moi, en général, quand je me lance dans un gros projet, je considère que je vais vivre avec ce projet pendant une période d'1 an à peu près. D'accord. Donc, le livre est écrit, il a maturé, vous avez mis fin sur la dernière page. Là, forcément, il y a, on peut dire, je garde mon écrit pour moi personnel ou je le partage avec mon environnement proche, ou je désire d'être édité. Tous les deux, vous avez été édités. Comment avez-vous fait pour trouver l'éditeur? Michel? Non, j'ai eu la chance quand même aussi, hein, ça aussi c'est une chance, de par ma profession et mes activités, de connaître des éditeurs. Le tout premier que j'ai rencontré, c'était Bernard Fixot, c'est pas le plus mauvais. Donc Bernard Fixot édite mon premier livre. Ensuite, ce sont les éditions du Rocher. Les éditions du Rocher, c'est là aussi un éditeur que je connaissais bien et qui prend mon... D'ailleurs, c'est le livre dont tu nous as parlé là, Pour l'amour de Hill, Oui. qui a été édité chez les éditions du Rocher. Absolument, oui, c'est les éditions Le Thielleux qui font partie des éditions du Rocher, et c'était le directeur de cette entreprise était quelqu'un que je connaissais bien, qui prend mon livre, qui trouve ça bien effectivement, et qui accepte que je le présente à la Forêt des Livres, la Forêt des Livres créée par Gonzague Saint-Brie, absolument, le grand homme de la littérature de la Forêt des Livres. Voilà, et Gonzague Saint-Brice lit ce livre, est complètement conquis. Alors, de façon assez curieuse, j'étais quand même très étonné. Il me dit, on va le présenter au jury, et puis je vais en faire la préface. Et effectivement, il a fait la préface de ce livre, Pour l'amour de Hill, qui a obtenu le prix de l'Esprit à la Forêt des Livres, et qui a très bien marché. Mais je dirais que c'est un avantage énorme d'avoir pu connaître ces éditeurs, c'est vrai, parce que par la suite, pour les futurs romans, et notamment pour le tout dernier que j'ai pu écrire, alors là, j'ai ramé comme peuvent ramer 9 chacun. Bien sûr, parce que c'est très difficile, parce que c'est très compliqué, parce que la chance joue, bien sûr, aussi, et puis aussi, il y a de plus en plus de personnes qui écrivent aujourd'hui, et les éditeurs ont de moins en moins de moyens, il faut le reconnaître aussi, l'édition est très dure, très, très difficile, alors il y a tous les autres artifices dont peut-être vont nous parler Cécile, et ça sera très intéressant, j'écouterai avec beaucoup d'intérêt. Comme il y a de moins en moins de lecteurs, il y a forcément moins de budget pour les maisons d'édition pour éditer de nouveaux auteurs et de nouveaux livres. Est-ce qu'il y a de moins en moins de lecteurs? Est-ce qu'il y a de moins en moins de lecteurs? Ça, c'est une vraie question. Je suis incapable, par rapport à mes 4 enfants, de lire un livre sur une tablette. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mon âge fait que j'ai besoin du papier. Mais je pense que c'est une question d'âge, Michel. Pour les jeunes, c'est facile de lire sur l'ordinateur ou sur une tablette. Exactement, et moi je ne sais pas, j'ai besoin du papier. Donc il y a peut-être moins de lecteurs papier, mais il y a de plus en plus de lecteurs sur les tablettes, et ça je crois que c'est très important. Donc ces éditeurs, eux s'adaptent, mais aussi la crise du papier aujourd'hui aussi vient là-dessus. Donc, moi, j'ai vraiment beaucoup d'intérêt à écouter ce que va dire Cécile, parce qu'elle a peut-être des méthodes aussi pour l'édition. Cécile, on se tourne vers toi. Comment as-tu fait toi? Et puisque tu vas nous parler de ta masterclass, qu'est-ce que tu conseilles justement aux personnes qui s'inscrivent dans ta masterclass pour déjà écrire et ensuite pour être édité? Donc, alors, bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un manuscrit peut être refusé par une maison d'édition pour plein de raisons et qui ne sont pas forcément liées au manuscrit en lui-même. Il se peut, nous on ne le sait pas au moment où on envoie le manuscrit, mais il se peut que dans cette maison d'édition, il y a déjà un projet de livre qui ressemble au nôtre et qu'ils ne peuvent pas s'engager sur un projet trop similaire. On ne peut pas savoir non plus où ils en sont dans leur compte d'exploitation. Enfin voilà, donc et tout ça, ce sont des raisons qui sont totalement indépendantes de notre qualité d'écrivain.
Et moi, j'ai envoyé moi, je connaissais personne dans le monde d'édition. C'est bien, on a des exemples différents. Et j'ai envoyé des manuscrits. J'ai reçu des lettres de refus. Et si ça peut rassurer les personnes qui reçoivent des lettres de refus, la semaine où Dites-moi des choses tendres sortait en librairie, donc il était publié par une vraie maison d'édition, je recevais encore une lettre de refus d'un autre éditeur qui, plus d'1 an après l'envoi, me refusait ce manuscrit, qui sortait en librairie cette semaine-là. Ouais. Est-ce qu'on te dit pourquoi il est refusé? Ou on te dit non? Pas toujours, pas souvent même, hein, il faut être assez honnête. Alors les maisons d'édition sont très surchargées en envoi, et particulièrement depuis le confinement. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont mis à écrire pendant le confinement, ce qui est assez logique. Certains ont d'ailleurs publiquement dit n'envoyez plus de manuscrits parce qu'ils sont surchargés. Donc, ils ont de moins en moins de temps pour faire des réponses personnalisées. C'est-à-dire que voilà, les effectifs sont sans doute pas suffisants et ils préfèrent consacrer leur temps à lire les manuscrits, à découvrir des potentiels nouveaux auteurs qu'à rédiger des lettres de refus qui expliquent. Mais il y a des éditeurs qui, malgré tout, donnent des explications. J'en ai reçu à certains moments. C'est plutôt encourageant, du coup. C'est encourageant. C'est très important. Effectivement, bien sûr. Donc, lorsque vous recevez un refus, faut pas pour votre livre, il ne faut pas le prendre comme un refus de votre personne et votre création. C'est que le format du livre peut ne pas correspondre aux collections qu'il y a chez l'éditeur. Oui, alors ça peut être ça. De toute façon, la base déjà, c'est d'écrire un bon livre, d'avoir un bon manuscrit. Inscrivez-vous à la masterclass de Cécile et vous avez de chance. Ça, il est évident que voilà, il faut être fier de ce qu'on va proposer et se dire qu'on ne peut pas faire mieux que le résultat auquel on a abouti. Comme ça, déjà, on n'a pas de regret. On se dit, j'ai envoyé le meilleur de ce que je pouvais envoyer et advienne que pourra. Ensuite, il faut surtout bien cibler les maisons d'édition auxquelles on va envoyer. Ça ne sert à rien d'envoyer à tout va. Déjà, ça représente un certain budget d'envoyer des manuscrits. Et ensuite, de toute façon, ça ne sert à rien d'envoyer un feel good à une maison d'édition qui ne fait pas de feel good, mais qui fait de la littérature générale, parce que, vous n'allez pas trouver quelqu'un qui va être intéressé par ça. Donc, il faut souvent, le plus simple, c'est de se rendre sur les salons du livre ou en librairie et puis de voir ce que fait telle ou telle maison d'édition, de voir dans sa propre bibliothèque. Déjà, souvent, quand on écrit, c'est quand même qu'on aime un certain style de livre, un certain genre. Donc, de voir les auteurs qu'on aime lire et si ce qu'on a écrit ressemble à ça, chez qui ils sont édités et d'aller plutôt vers ces maisons d'édition. Se rendre sur les sites des maisons d'édition pour voir un peu les orientations qu'ils peuvent donner aussi. Ils donnent aussi des recommandations sur la façon d'envoyer les manuscrits. Donc, pour certains, par exemple, ils vont prendre que des manuscrits au format électronique ou d'autres, au contraire, vont pas du tout prendre les formats électroniques. Il faut présenter de telle ou telle façon et donc il vaut mieux augmenter ses chances d'être bien reçu dans ces maisons d'édition en se conformant à leur modalité d'envoi. Après, dans les conseils, écoutez, c'est déjà tout ça. D'accord. Donc, en résumé, c'est dans l'idéal, aller sur un salon de livres ou dans une librairie ou un grand shop de livres en tout cas, et puis d'essayer de comprendre à l'intérieur des maisons d'édition, ils ont quand même des collections de livres avec photos ou sans photos, plutôt du bien-être ou de l'histoire par exemple. Essayer vraiment de cibler et de sentir la maison d'édition qui correspondrait le mieux à notre ouvrage. Oui. Et de se renseigner pour savoir comment envoyer notre manuscrit. Okay. Et après, alors il y a aussi des sites qui, mais ça souvent c'est en amont, qui recensent des appels à textes, parce qu'il y a des éditeurs qui cherchent des nouveaux textes, qui lancent des collections et qui recherchent des textes pour ces collections. Et il y a des sites ou des magazines spécialisés
qui vont recenser les appels à texte. Et parfois, ça peut être intéressant parce que voilà, notre manuscrit correspond aux critères de cette nouvelle collection. Dans ce cas-là, on va trouver une oreille attentive. Ou alors, on est en début de projet, puis bon, ça ne nous dérange pas trop de modifier légèrement le projet pour coller peut-être à cette nouvelle collection. Ça peut arriver. Moi, le premier roman jeunesse que j'ai publié, il entrait dans une nouvelle collection et l'éditrice cherchait des textes qui étaient plutôt bien écrits dans le sens où il y avait quand même du vocabulaire. Enfin voilà, elle définissait sa collection comme étant une collection qui prenait pas les enfants pour des idiots entre guillemets, mais où il y avait vraiment, un texte assez fouillé, des histoires potentiellement un peu fantastiques et qui, enfin voilà, elle cherchait des univers particuliers. Il se trouve que moi, je correspondais à ces critères-là et c'est dans cette collection, elle venait de sortir un livre, elle en cherchait d'autres et moi, j'ai été le 3e de la collection. Et chez Erol, pour Dites-moi des choses simples, c'est pareil, c'était une nouvelle collection qui était lancée, il se lançait dans la littérature générale et il se trouve que mon texte, moi je le savais pas à ce moment-là, je l'ai envoyé un peu comme ça et il se trouve que ça les a intéressés parce que ça correspondait vraiment à la nouvelle collection qu'ils lançaient. Donc parfois il y a des heureux hasards, mais parfois il y a moyen aussi de s'informer sur ce qui se fait. Très bien. Alors, il y a une autre façon aussi d'être lu par le grand public, c'est l'auto-édition. Je vous propose qu'on prenne juste 30 petites secondes pour en parler. L'auto-édition, c'est quoi? C'est on édite soi-même son livre. Donc, je pense que ni toi, Cécile, ni Michel l'avaient fait. J'ai eu dans une autre vie la possibilité d'écrire des livres, en l'occurrence des livres pour enfants que j'ai édités à compte d'auteur. Alors, souvent, c'est le moyen qu'il reste. Et à compte d'auteur, soit vous prenez en charge, toute, je dirais, la relecture, la fabrication et la commercialisation de votre livre, soit, bien sûr, il existe des maisons qui éditent à compte d'auteur, donc qui vous accompagnent dans cette démarche. Je vous invite à aller sur Internet. Attention aux arnaques, parce que c'est évidemment tout pas béni pour certains. Mais être édité à compte d'auteur est passionnant parce que vous découvrez tout le processus. Ça demande un peu d'investissement de départ quand même. À travers les 2 livres pour enfants que j'ai écrits, Kilian et le mystère du soleil et le Kilian et le mystère de la forêt. Ce que j'avais fait, c'est que, évidemment, première des choses, on cherche l'imprimerie vers laquelle on va pouvoir se tourner, qui vous fera quelque chose de qualité, comme vous le voulez, attentif à vos attentes. C'est un vrai travail d'aller dans l'imprimerie, de travailler les maquettes, etc. Donc, mais c'est passionnant, hein. Ensuite, lorsque vous récupérez votre livre, évidemment, il faut le commercialiser. Et là, très sincèrement, si vous décidez de le faire à compte d'auteur, mes livres, moi, je les vendais au profit de mon association pour générer des budgets pour aider les enfants. Et ça m'a permis justement de pouvoir proposer ces livres dans les CE des grandes entreprises. Je sais que Monoprix ou La Poste, par exemple, m'en avait pris quelques milliers qui étaient vendus dans les magasins Monoprix ou sur les bureaux de poste. Mais ça, c'est, je dirais, la force des maisons d'édition, c'est que c'est eux qui font ce travail-là. Donc, vous n'avez pas besoin de débourser de l'argent au départ et vous n'avez pas à faire ce travail. En revanche, bien évidemment, en termes de pourcentage de droits d'auteur, lorsque vous êtes édité par une maison d'édition, le pourcentage est très faible par rapport au prix de vente de votre livre. Et je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, Cécile et Michel, on peut dire que les droits d'auteur, en gros, oscillent entre 4% et en moyenne 8%. Oui, c'est ça, oui. Vous êtes d'accord sur cette fourchette? Oui, tout à fait. Lorsque vous êtes édité par une maison d'édition, les grands auteurs, eux peuvent prétendre à avoir des pourcentages beaucoup plus importants. Mais si, par exemple, vous trouvez une maison d'édition qui vous propose 5-6%, dites-vous
que c'est pas mal. Voilà. Ouais, moi, je pense qu'on peut être un peu au-delà, même quand on est un jeune auteur ou un primo-romancier. On peut, alors ça dépend. En jeunesse, les fourchettes sont plutôt basses. Quand on est en plus sur un livre illustré, on se répartit les droits d'auteur avec l'illustrateur. donc mais alors après, tout dépend de la part d'illustration, hein, mais quand c'est moitié-moitié, c'est moitié-moitié. Par contre, sur un roman jeunesse très écrit, on peut être, moi de ce que je connais, après je parle vraiment pour moi, aux alentours de 8-9%. Et sur un adulte, on peut être à 9-10%. Et puis après, on peut négocier aussi, hein, mais on n'ose pas trop négocier, mais ça reste possible de négocier un petit peu sur les pourcentages, mettre des paliers aussi. Très bien. Alors, avant de répondre aux questions qui nous ont été posées par nos internautes, il y a une chose qui est très importante aussi, c'est que beaucoup d'auteurs arrivent auprès des maisons d'édition et avant d'envoyer leur manuscrit, se disent « il doit être parfait ». Donc, je l'écris en totalité, je mets fin, et quoi qu'il arrive, il est comme ça, je l'envoie, et c'est à prendre ou à laisser. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que d'après vous, c'est une bonne méthode? C'est-à-dire que tout dépend aussi de la maison d'édition. Les taux que donne Cécile, 9, 10 et voire plus, c'est quand même relativement rare chez les grands éditeurs. Je crois que quand on arrive déjà à 9, c'est vraiment remarquable. Mais on dispose, quand on est dans une grande maison d'édition, de relecteurs ou de correctrices qui sont généralement de très haut niveau. Et moi, j'ai eu cette chance à chaque fois d'avoir en face de moi, c'était des jeunes femmes à chaque fois, qui étaient brillantissimes et qui me faisaient des propositions. Et non seulement les propositions étaient souvent pertinentes, mais elles permettaient d'améliorer les choses. Et je pense que, alors bien sûr, il y a peut-être des personnes qui vont penser qu'on ne peut pas modifier son texte, surtout pas, monsieur, j'ai écrit ça et vous n'y toucherez pas. Je crois que dans ce cas-là, il ne faut pas trop insister parce qu'il faut avoir un ego qui ne soit pas démesuré. Il y a des gens, sauf quand vous vous appelez Didier Van Kovlart ou que vous appeliez Guillaume Musso, ou peut-être vous pouvez vous permettre de dire c'est comme ça et pas autrement. Je crois qu'il faut avoir quand même conscience que des gens sont très souple. Oui. Bien sûr. Il faut accepter de revenir, de réécrire éventuellement certains passages. Des choses sur lesquelles il faut pas tergiverser. C'est-à-dire que quand vous avez votre roman qui tient sur telle ou telle anecdote ou tel fait, si effectivement en face de vous la personne dit ben non, je suis désolé, c'est pas comme ça, moi je veux que ce soit comme ça, il vaut mieux changer d'éditeur dans ce cas-là. Mais ça se passe pas comme ça. Généralement, vous avez en face de vous, et surtout quand vous êtes dans des grandes maisons d'édition ou des bonnes maisons d'édition, des gens qui sont tout à fait performants et conciliants. Très bien. Et Cécile, de ton côté? Alors, bon, il peut y avoir des mauvais retours d'expérience. On en a, pour certains, entendu parler de mauvaises expériences. Moi, pour le coup, j'ai eu que des très bonnes expériences de travail éditorial. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on tombe, comme Michel l'a dit, dans une bonne maison d'édition, l'éditeur qu'on va avoir en face de soi et qui va nous accompagner sur la relecture, la correction, ce qu'il a à cœur, c'est de sortir le meilleur livre possible. Et en fait, la chance qu'on a, c'est qu'on se retrouve à travailler pendant plusieurs semaines avec quelqu'un qui connaît notre livre aussi bien que nous, qui connaît nos personnages aussi bien que nous et qui a autant à cœur que nous que ce soit un bon livre à la fin. Donc déjà, ça, c'est la base. Si on sent que c'est pas comme ça, effectivement, il faut se méfier. Mais quand on a de la chance, c'est comme ça que ça se passe. Après, il y a des propositions de correction. Et libre à nous de les accepter ou de les discuter ou de les refuser. Moi, en général, j'ai pas trop de soucis à recorriger les choses qui me semblent pertinentes quand elles vont dans le bon sens ou à supprimer quand ça me semble pertinent. Et à certains moments, il y a des choses que j'ai défendues en disant bah non, là, en fait, je l'ai construit comme ça parce que pour moi, ça amène ça et que du coup, ça a une logique. Je peux le revoir légèrement, mais par contre, je vais le conserver.
ou sur certains mots, par exemple, que j'utilisais parce que pour moi, c'était comme ça que ça devait être écrit, que cette phrase était comme ça et que je la changeais pas. Mais il faut rester souple parce que, en plus, si on a envie de retravailler avec cette maison d'édition et qu'on mène la vie dure aux éditeurs, ça leur donne pas trop envie de nous signer pour un prochain roman. D'accord. Donc, en gros, il faut rester souple. Il faut savoir qu'il y a une période de négociation sur l'ouvrage. Alors, on ne nous impose rien en général. C'est vraiment une discussion. Hein, et c'est très agréable. Hein, c'est vraiment pas un crève-cœur de travailler sur le travail éditorial. C'est au contraire. Tout à fait. Ne pas oublier qu'on écrit pour être lu, donc pour avoir un maximum de personnes qui seront intéressées par votre travail. Et si on écrit pour soi, il y a assez peu de chances que nos écrits puissent rayonner. Alors, je vous propose, j'ai eu quelques questions qui m'ont été posées, entre autres par Anna Canetti. Anna qui me disait « Écrire, c'est ce que je fais pour guérir de mon cancer. L'acupunctrice énergéticienne me propose d'éditer mon livre pour que je puisse guérir, mais je n'ai aucune confiance en moi. » Donc, alors, on aura tendance à dire, je ne sais pas ce que tu en penses, Cécile, mais que l'écriture ne guérit pas. Hein, on est d'accord? On est d'accord. Hein, vous n'allez pas guérir du cancer parce que vous écrivez. Pas d'accord, Muriel. Pas d'accord. Pardon. Je t'en prie. Pardon, Cécile. L'écriture ne guérit pas. Pourquoi? L'homéopathie guérit ou ne guérit pas? Vous pouvez me répondre? C'est une question de croyance. C'est une question. Je pense que le mental, dans le traitement d'une maladie telle que le cancer, est quelque chose de fondamental. Et si cette acupunctrice a donné cet élément à sa patiente, certainement qu'elle sait que cette patiente a besoin d'éléments pour aller plus loin, plus avant, pour se battre. Et c'est peut-être un moyen pour elle, cette façon d'écrire sera peut-être pour elle un moyen de se créer alors je vais dire un terme épouvantable, des anticorps qui lui permettront de se battre mieux. On sait très bien que le moral est fondamental et c'est peut-être des éléments de ce genre qui peuvent lui apporter cette… Ça va faire la différence. Absolument. Donc, attention à ce que l'écriture ne remplace pas le traitement médical. En revanche, psychologiquement, l'écriture… C'est évident, c'est évident. D'accord. Moi, ce que j'ai retenu de ce que disait Anna, c'est que l'acupunctrice me propose d'éditer mon livre pour que je puisse guérir, mais je n'ai aucune confiance en moi. Et ce que j'avais envie de dire à Anna, c'était que quelque part, le plus dur pour elle du travail était fait. C'est-à-dire qu'elle l'écrivait, elle l'avait écrit ce livre, et le livre, il était là. En soi, elle avait déjà osé. Et dans le fait d'oser, c'était justement, on en parlait, prendre confiance en soi, être capable. Là, ce que propose l'acupunctrice, c'est que son livre soit pris par d'autres personnes, emmené encore un peu plus loin, et finalement, la confiance en soi se déplace sur un autre terrain. C'est je me suis fait confiance en osant écrire cela, maintenant je fais confiance à d'autres pour prendre le bébé et l'emmener un petit peu plus loin. Bien sûr. Et dans la réussite de cette aventure, je grandirai moi-même et de son sentiment d'accomplissement que j'aurai, j'irai beaucoup mieux. Vous êtes OK avec ça? Totalement. Ouais. Totalement. Mais si jamais, et si cette personne nous regarde, cette personne peut-être ne sera pas éditée ou n'aura pas le succès qu'elle pense possible avec ce premier roman, eh bien elle en fera un autre. Et justement, elle réussira peut-être et ce sera une aventure fantastique pour elle et ce sera peut-être aussi un succès, un double succès. Succès d'édition, mais un succès thérapeutique. C'est très important, la croyance dans ce que l'on fait, quel que soit ce que l'on fait. Super, merci Michel. Nous avons Heidi aussi qui nous dit, oui, tu voulais dire quelque chose? Non, d'accord. Heidi nous dit, j'écris ce que je n'aurais pas pu dire à des personnes en particulier en espérant qu'ils reçoivent mes messages. Ça a fonctionné pour moi. Je ne sais pas comment cela est possible d'ailleurs et je fais des listes d'objectifs à accomplir. Ça fonctionne aussi, les choses se mettent en place. Sa question, c'est écrire peut-il avoir un impact sur autrui
comme de manière télépathique? Si oui, comment? Donc, je ne sais pas si l'un de vous a envie de répondre à cette question. Est-ce que écrire peut avoir un impact sur autrui d'une façon télépathique? J'ai un élément de réponse. Cécile, peut-être voulez-vous commencer? Alors, moi, je pense que c'est au-delà de mes compétences. Après, écrire va avoir un impact sur soi, ça c'est évident. Après, sur autrui, de manière télépathique, là, j'avoue que je me sens pas compétente pour répondre. D'accord, Michel? J'ai reçu une lettre pour l'amour de Hill. Dans le roman, il y a un chat, et ce chat prend la parole. On est complètement dans le délire de l'écriture. Dans du livre, je ne vais pas rentrer dedans, mais j'ai reçu une lettre d'une lectrice qui m'a dit « Monsieur, de façon invraisemblable, votre roman m'a redonné confiance. J'ai un chat, j'ai perdu un être cher, et je sentais que ce chat m'exprimait des choses. J'ai lu dans votre livre ce que je n'osais pas dire aux autres, ce que je n'osais pas exprimer, et merci pour tout cela. J'ai gardé précieusement cette lettre parce que ça rejoint un peu ce que vous disiez, Muriel, à savoir qu'on peut parfois écrire quelque chose sans avoir d'idée préconçue du tout. Je vous l'ai dit comment j'écrivais, ça partait. Et j'ai fait plaisir à une personne qui a ressenti quelque chose, est-ce de façon subliminale ou autre, je n'en sais rien. En tout cas, cette lettre m'a beaucoup ému parce qu'elle a servi, le livre a servi à quelque chose et à quelqu'un. Très bien. Moi, j'aurais envie de dire à Heidi, si vous nous écoutez, un grand homme a écrit « Tout est énergie ». Et c'est là que tout ce qu'il y a à comprendre de la vie. Aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites et cette réalité se manifestera. Il ne peut en être autrement. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique et c'est Albert Einstein qui a écrit ça. Ce que je vous recommande, Heidi, c'est d'aller découvrir un physicien qui s'appelle Nassim Haramein. Je mets ses coordonnées sous cette vidéo, un lien vers le site Tistria, où là, il y a un reportage de Nassim qui est extraordinaire et il explique que finalement, ce en quoi nous croyons devient réalité. Et alors, bien sûr, on est dans les croyances, mais tout est énergie. Et si nous envoyons de l'énergie à quelqu'un, cette personne reçoit cette énergie. Elle ne sait pas d'où ça vient, elle ne sait pas comment. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte parfois que vous vous séparez d'une personne, un être aimé par exemple, vous vous en séparez, l'histoire est terminée, et vous avez les anciens chéris d'avant qui reviennent à un moment donné. Vous demandez des nouvelles et vous vous dites, mais c'est marrant, je me sépare et en même temps, mes ex reviennent dans ma vie. Et je pense qu'il y a toujours, de toute façon, un impact de cause à effet. Voilà en tout cas moi ce que je pourrais dire par rapport à cette chose qui est quand même de l'ordre du spirituel. Et puis nous avons Esther Birigeau qui dit « ça me touche ce thème ce soir car j'ai aussi un classeur où j'écrivais ma souffrance et des poèmes dans mon enfance. » Merci à vous trois, chers internautes, de nous avoir laissé ce soir ces messages. On arrive au terme de notre émission. Je redis, donc, Cécile, tu as écrit un livre, « Dites-moi des choses tendres » aux éditions Erol. C'est un livre qui parle d'amour. Veux-tu en dire juste quelques mots rapidement? Oui, alors c'est un roman pour adultes, celui-là, et qui parle de couple, d'amour à travers la trajectoire. En fait, il y a 5 trajectoires. Donc, on suit des gens qui appartiennent à une même famille et qui se retrouvent confrontés à une problématique amoureuse, chacun à leur manière. Et donc, on a les parents qui se séparent, les grands-parents qui, eux, ont vécu l'amour de toute une vie, le tout petit qui, lui, vit son premier coup de foudre amoureux et qui se demande comment on fait pour s'en tirer. Enfin, voilà. Et donc, on les suit à travers le livre. Et puis, voilà, c'est un roman choral en fait sur cette thématique qui est assez vaste et complexe, qui est l'amour et ce que le couple fait à l'amour aussi.
Très bien. Donc, dites-moi des choses tendres aux éditions Erol et on te retrouve sur ton blog. Oui, livre.com, donc qui est un blog dédié à l'écriture où j'explique comment moi je fais pour écrire des livres. Donc ce blog, il est né parce que des gens me demandaient comment je faisais et donc notamment des amis. Et je me suis dit, si je devais expliquer comment je fais, par quel bout prendre un projet, voilà, qu'est-ce que je ferais? J'ai commencé à écrire des articles et finalement, le blog a plutôt bien marché. Il y a eu beaucoup de monde qui a pris contact avec moi et donc, voilà, ça s'est développé. Et aujourd'hui, tu animes donc des masterclass. Oui. Je recommande vraiment à tout le monde de s'inscrire à tes masterclass. Elles sont riches, elles sont pleines d'enseignements. Tu as énormément à donner. Ça se sent ce soir et ça se sent de toute façon. Merci. Merci vraiment, Cécile, vraiment. Merci. Michel, toi, tu as écrit plusieurs romans, mais ce soir, tu as souhaité mettre en avant Pour l'amour de Hill aux éditions du Rocher, qui est donc ton dernier livre. Comme tu le disais, qui parle du ciel avec ses dieux, ses anges, ses intrigues. On est dans quelque chose de complètement fou. On s'aperçoit que là-haut, les choses sont tout aussi difficiles qu'ici, que il, c'est le maître de notre galaxie, et il a au-dessus de lui celui qui est le maître de l'univers. Il a des anges, il a des adjoints qui s'appellent Je, Ma, Bou, et ces gens-là ne tiennent pas il au courant de tout ce qu'ils font. Ils font des bêtises, ils font des sottises. Alors ce livre, il était sorti en 2010, j'en ai récupéré les droits. Je vais le faire rééditer. Alors peut-être en auto, justement, édition. Peut-être, parce qu'il est étrangement d'actualité. Vraiment, en ce moment, tout ce qui se passe, on peut imaginer que les adjoints de Hill font des choses très très bien, et je crois que vraiment c'est le moment de le rééditer. Alors vous ne le trouverez plus parce qu'il a été en rupture de stock, on le trouve aux enchères, hein, c'est sur eBay, je vais trouver quelques exemplaires, mais j'espère que vous pourrez le retrouver, bien si je le mets en auto-édition selon les conseils que Muriel vous avez donnés tout à l'heure. Ok, écoute, super Michel. Bon vent à ce livre pour une deuxième vie. Merci à tous les deux, très sincèrement. C'était vraiment très agréable de faire cette soirée avec vous deux. Je ne voudrais pas refermer cette page sans remercier mon équipe, en l'occurrence Rémi Guérin, notre réalisateur qui a fait l'émission ce soir. Il y a également Émilie Caillé qui s'occupe de tous les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez retrouver mes émissions à travers les petits posts que laisse Émilie Caillé sur Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn. Vraiment, elle a un boulot fou. Et puis, je voudrais remercier également Alix Hofer pour tout son travail sur le générique de cette émission. Tous les trois sont des étudiants et je trouve qu'avoir des étudiants comme équipe permet d'avoir une dynamique et j'espère, chers auditeurs, que vous ressentez cette dynamique. Moi, je vous remercie infiniment de nous rester fidèles, d'être là toujours, de nous encourager à travers vos petits mots, à travers vos posts, à travers vos questions. Et puis, avec grand plaisir, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Belle fin de soirée.